Pour les présentations, on va se présenter mutuellement. Donc, Adrienne Charmé, ici. Tu es, si je ne m'abuse, directrice des campagnes de l'association La Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés fondamentales, notamment sur Internet. C'est une association qui existe depuis 2008. Depuis 2008. Et Alain Damasio, toi tu es écrivain et scénariste, on peut dire ça. Tu as écrit 2 bouquins principaux qui sont La Zone du Dehors et La Horde du Contrevent. Il y a aussi un recueil de nouvelles. Et tu bosses sur un projet de bouquin, si j'ai bien compris, qui s'appelle Les Furtifs, qui devrait, complètement. Qui devrait sortir un jour. Fin 2017, si tout va bien. D'accord. Donc voilà, maintenant, pour commencer, vous en face, qui vous êtes. Donc on va faire un petit sondage. On va faire un petit sondage pour commencer avant de passer à la partie 1. J'ouvre mon papier. Ouais, c'est peut-être en se reculant un peu, non? C'est parce qu'on est près des retours. Donc, le principe du sondage, c'est qu'on se voit tous ensemble un peu qui c'est qu'il y a dans la salle, qui c'est qui vous êtes. Donc, je vais vous poser différentes questions. Et si c'est oui, vous levez la main. Et si c'est non, vous ne levez pas la main. C'est très simple. Qui parmi vous a un téléphone portable? Qui parmi vous a un téléphone portable avec Internet? Qui parmi vous n'a aucun téléphone portable? Vous êtes 3. Qui a un compte Facebook? Qui consulte ce compte Facebook au moins une fois par jour? Qui n'a pas de compte Facebook? Qui utilise régulièrement un GPS pour se déplacer? Collabo. Qui pense qu'il est ou elle est surveillée? Il n'y a pas plus que ça. Qui a lu La Zone du Dehors ou La Horde du Contrevent ou les deux? Qui a lu La Zone du Dehors ou La Horde du Contrevent, qui sont les bouquins de Alain? Je suis pas sûr. Qui pense être calé sur les sujets qu'on va aborder ce soir? Vous pouvez lever la main, hein. Franchement, c'est pas une honte. Hein. C'est qu'on voit un peu, quoi. Est-ce que vous êtes préparé ou pas? Qui bidouille pour échapper à la surveillance? Qui bidouille son ordinateur, ses trucs et tout, pour échapper à la surveillance? Ok. Qui, à l'inverse, se sent complètement largué sur comment se protéger contre la surveillance? Plus fort? Ah, il y a un problème de son, ouais, on sait, mais on va essayer de faire mieux, mais on vous garantit rien. Comme ça? Comme ça, ok. Bon, allez, dernière question. Qui se sent... Là, la dernière, c'était qui se sent largué sur comment se protéger contre la surveillance. Et plus largement, qui se sent largué sur la marche du progrès tout court et pense que le monde court à sa perte? C'est 2 questions. C'est 2, ouais, c'est... Ok. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va passer à la première partie, du coup, sur la surveillance. On va commencer avec toi, Adrienne. Du coup, pour commencer, on se disait que peut-être tu pouvais nous faire un peu un tour d'horizon des dernières lois ou projets de loi que vous avez suivis avec la Quadrature autour de la surveillance. Alors, tu remontes jusqu'où tu veux, tu me disais 2013 en off.
Ouais, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qui est passé ces dernières années et où on en est? Ok, bonsoir à tous. Je vais assez rapidement brosser le tableau de la législation, des législations actuelles sur les questions de surveillance et de... Alors ça traite en gros de surveillance, d'interception judiciaire, d'état d'urgence ou de renseignement, globalement. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Est-ce que comme ça vous m'entendez mieux? Merde. Il reste quelques places devant, ouais. Alors, grosso modo, les législations sur la surveillance et le renseignement en France, le dernier gros train de loi datait des années 90 et début des années 2000. Années 90 pour le renseignement, début des années 2000 pour les questions de sécurité, avec notamment les lois de sécurité intérieure, si vous vous en souvenez, qui sont passées juste après le 11 septembre. Les lois sur lesquelles la Quadrature du Net a beaucoup travaillé sont des lois qui ont été votées entre fin 2013 et aujourd'hui. On a travaillé essentiellement on a démarré cette question de la surveillance dans le domaine législatif après les révélations de Snowden, quand une loi a été présentée fin 2013 qui s'appelle la loi de programmation militaire, qui au départ n'était pas une loi sur laquelle la Quadrature pensait travailler parce que les questions de budget militaire ne sont pas du tout notre rayon. Mais dans cette loi, il y avait un article qui autorisait les interceptions en temps réel sur les communications Internet. Donc la Quadrature s'en est occupée. Ça veut dire globalement permettre aux services de renseignement d'accéder de façon continue aux communications de personnes ciblées, directement chez les fournisseurs d'accès Internet. Deuxième loi importante pour nous, c'est mi-2014, une loi de lutte contre le terrorisme qui est passée relativement inaperçue dans les médias, mais qui a instauré plusieurs choses assez importantes. La première, c'est l'autorisation de faire bloquer l'accès à des sites Internet sans décision judiciaire. C'est-à-dire que la police décide, la police et le ministère de l'Intérieur, c'est mieux ? Bah merci. Décide que tel ou tel site faisant l'apologie du terrorisme ou tel site de pédopornographie, parce que c'est un autre sujet, mais qui avait déjà été décidé avant, doit être bloqué parce qu'il présente un danger, sans décision d'un juge, sans appel, sans qu'il y ait la moindre procédure, on peut faire bloquer l'accès à ce site Internet. Deuxième chose dans cette loi, un truc assez subtil qui est le retrait des questions d'apologie du terrorisme et d'incitation au terrorisme qui jusqu'à présent étaient traitées dans les questions dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est la loi qui régule la liberté d'expression en France. Retirer l'apologie du terrorisme du droit de la presse pour le faire passer dans le code pénal, dans la liste d'infractions liées au terrorisme. Ça pourrait paraître complètement anodin. En réalité, ça veut dire que pour de l'apologie du terrorisme, quelque chose qui est extrêmement mal défini juridiquement, le terrorisme est mal défini juridiquement, l'apologie du terrorisme est encore plus mal définie juridiquement, vous pouvez passer en comparution immédiate et avoir des amendes et des peines beaucoup plus lourdes que pour des questions de liberté d'expression. On l'a vu après les attentats de janvier 2015, pas mal de personnes ont été condamnées parce qu'ils n'étaient pas Charlie, ou parce que, ivre, il disait à des policiers qu'il leur aurait bien fait le même sort qu'à Charlie, ce qui est fort peu sympathique, mais qui a été traité avec des méthodes judiciaires qui ne sont pas des méthodes qui rentrent dans les questions d'expression, qui sont des méthodes qui sont utilisées pour lutter vraiment contre le terrorisme. Troisième loi, la loi sur le renseignement, qui a été discutée au Parlement entre, on va dire, mars et juillet, pour une première partie, puis septembre-octobre pour une deuxième partie de 2015. C'est une loi qui était prévue depuis longtemps. Il fallait remettre à jour la législation sur le renseignement qui n'avait pas du tout intégré la question d'Internet. La dernière loi datait de 91 sur les interceptions téléphoniques. Et depuis, les services de renseignement faisaient plein de choses en dehors de toute légalité. Et donc, pour pouvoir se couvrir, pour pouvoir redonner un cadre légal et accessoirement éviter que la France se fasse condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, le gouvernement avait prévu une législation pour encadrer l'action des services de renseignement. Or,
cette loi est arrivée, a été accélérée, est arrivée 2 mois après les attentats de janvier 2015. Et du coup, cette loi a été traitée de manière extrêmement rapide, anxiogène, très axée sur le terrorisme, alors que le renseignement couvre des aspects bien plus larges de la vie, notamment toutes les questions d'intérêt économique, scientifique, industriel de la France, les questions d'ordre public aussi. Ça a été pour nous un moment très difficile à la Quadrature du Net parce qu'on avait la sensation que la réponse aux révélations de Snowden sur la surveillance de masse était la légalisation de la surveillance, alors qu'on aurait aimé que les révélations de Snowden soient au contraire l'occasion de s'interroger sur ce qui était acceptable ou pas comme surveillance. Est-ce que la surveillance ciblée est quelque chose d'acceptable dans une société démocratique? La surveillance de masse est quelque chose dont on doit absolument se protéger. Enfin, ce débat-là n'a pas eu lieu. Ce qui est très drôle, c'est que la dernière fois que je suis venue à Bordeaux, c'était le 19 mars 2015 pour une projection de Citizen4 le jour de la sortie de la loi sur le renseignement. Donc je reviens et je reparle de surveillance. Il y a un truc... donc sur cette loi, en gros, il y a une légalisation massive des pratiques des services de renseignement. Ça a été, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Il y a aussi une légalisation totale de l'interception massive de communications sur les câbles sous-marins qui font transiter les communications Internet dans le monde entier. Un blanc-seing complet pour les services de renseignement là-dessus. Exactement ce que Snowden dénonçait et qu'on a légalisé dans une semi-indifférence l'année dernière en France. Et puis on était à peine sorti de ça, puisque la fin de ce train législatif sur le renseignement s'est terminée le 12 novembre 2015. Et le 13 novembre, attentat, et le gouvernement décrète l'état d'urgence. Et en fait, on s'est retrouvé à nouveau avec l'état d'urgence dans des questions de surveillance et dans des questions de contrôle policier, de contrôle politique. L'état d'urgence, c'est pas simplement mettre plus de militaires dans les gares et dans les centres commerciaux ou ouvrir les sacs dans les centres commerciaux. C'est aussi, dans la loi sur l'état d'urgence, autoriser... encore sur cette question de blocage de sites internet, le blocage avec absolument aucun contrôle de qui que ce soit. C'est aussi permettre la dissolution d'associations, soit qui font l'apologie du terrorisme, soit qui permettent, qui facilitent la commission d'actes terroristes. Alors, on pourrait penser que la Quadrature du Net, par exemple, en est très loin, mais nous, par exemple, on héberge des outils d'anonymisation sur Internet, on héberge des outils qui permettent de se protéger de la surveillance et dont on sait qu'une partie, une petite partie, mais une partie des gens qui les utilisent sont des gens qui ont des mauvaises intentions. La majorité des gens étant juste des gens comme vous, soucieux de leur vie privée. L'état d'urgence, c'est aussi l'interdiction de manifester, c'est aussi tout un tas de mesures extrêmement attentatoires aux libertés contre lesquelles on s'est élevé tout de suite. Et puis l'état d'urgence se prolongeant et comme toute opération de contrôle policier, c'est très difficile de revenir en arrière. De la même façon qu'on a 20 ans de Vigipirate derrière nous, l'état d'urgence il a été prolongé d'abord de 12 jours à 3 mois, puis une deuxième fois pour 3 mois, puis une troisième fois pour 2 mois, et on y est encore jusqu'à fin juillet. Et le gouvernement présente fin décembre une loi de réforme pénale et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, qui est passée également à toute vitesse et dans une indifférence quasi complète, et qui, en gros, pour schématiser, inscrit 80% des mesures de l'état d'urgence dans la loi normale. Donc on va pouvoir sortir de l'état d'urgence fin juillet, une fois que l'Euro de foot et le Tour de France et probablement la loi travail seront terminés. Et une fois on pourra en sortir parce qu'on aura inscrit dans la loi normale les mesures de surveillance de l'état d'urgence. Et c'est quoi ces mesures de surveillance? C'est, pour une grande part, l'élargissement des outils du renseignement à la police. C'est-à-dire installer des IMSI catchers, cette espèce de valise qui pompe toutes les données des téléphones portables sur un rayon de 500 mètres, permettre une utilisation très massive par la police, l'interception des communications, d'aller perquisitionner vos ordinateurs à votre insu, d'aller... il y a plein de mesures comme ça. Il y a de la surveillance en ligne et de la surveillance hors ligne. Les deux sont de moins en moins séparables. Nous, à la Quadrature du Net, on traite surtout les questions autour d'Internet, mais en réalité, de plus en plus, ce qu'on va avoir en ligne et hors ligne sont très liés. Et vous devriez vous préoccuper beaucoup de ce qui se passe sur vos ordinateurs parce que c'est votre vraie vie, c'est pas virtuel. Donc on en est là, on pensait en avoir à peu près terminé, et puis arrive au niveau européen cette fois-ci une directive sur la lutte contre le terrorisme qui était plutôt
gentille quand elle a été présentée en décembre 2015, sous la pression de la France. Hein, la France fait un très intense lobbying à Bruxelles pour augmenter la coordination de la surveillance au niveau européen. Cette directive était assez acceptable. Elle prenait plus de coopération entre les services, plus d'échanges d'informations, à la limite c'est assez logique. Et puis, sous la pression d'un certain nombre de pays, et notamment de la France, cette directive est en train de s'alourdir beaucoup et de donner un cadre et des objectifs au niveau européen qui sont l'équivalent de ce qu'on a en France. Donc pour la France, ça ne devrait pas changer grand-chose. Pour des pays qui ont des législations encore beaucoup plus protectrices des droits fondamentaux, ça va être un saut énorme. C'est-à-dire que, par exemple, le blocage administratif, le blocage policier de sites Internet va être généralisé au niveau européen. Les outils, enfin les techniques d'intrusion, de surveillance sont extrêmement larges et peu définies, donc ça va pouvoir couvrir beaucoup de choses. Et donc là, aujourd'hui, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, on attend pour probablement la rentrée de septembre une autre directive européenne sur la question du chiffrement, qui est une question assez fondamentale dans l'autorisation ou la lutte contre des outils permettant la protection de la vie privée sur Internet. Donc on s'attend encore à des législations. Pour terminer sur le sujet, on peut dire que depuis 3 ans, on a quasiment non-stop des législations les unes après les autres, soit qui viennent couvrir des zones d'exercice illégal de la surveillance, où maintenant les gouvernements, au lieu de réfléchir à ce qui est acceptable et comment on lutte contre certains dangers comme le terrorisme ou l'espionnage économique, tout en maintenant nos droits fondamentaux, vont globalement légaliser massivement tout ce qui est possible et imaginable en matière de surveillance. Et puis, donc une réponse au danger uniquement par le contrôle. Et à côté de ça, une population, une opinion publique un peu tétanisée, ne comprenant pas forcément de quoi il retourne, parce qu'on est sur des aspects très techniques. Les acteurs traditionnels de la défense des droits fondamentaux qui ont du mal à suivre le rythme, et même des gens spécialisés comme la Quadrature du Net, on a beaucoup de mal à suivre le rythme. Une pression extrêmement forte du risque terroriste sur la politique de sécurité. Et puis, voilà, globalement, peut-être terminer comme ça, mais c'est pas très joyeux, en fait, ce qui se passe sur la surveillance. Voilà. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, allons-y. Du coup, là, tu parles beaucoup de l'État. Est-ce qu'il n'y a que l'État qui nous surveille ? Alors non, la deuxième phase, et qui est une phase concordante, c'est que, comme notamment les révélations d'Edward Snowden l'ont beaucoup montré, on laisse beaucoup de traces de nous sur Internet, et notamment... alors on en laisse dès qu'on se connecte sur Internet. Dès que vous vous connectez, il y a votre localisation, votre adresse IP, l'heure à laquelle vous vous connectez, qui vous allez contacter, quel site vous allez visiter. Tout ça, c'est déjà des traces que vous laissez. Et en plus, on les laisse à des acteurs de l'Internet qui sont de plus en plus concentrés entre quelques grandes mains, Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc., Amazon, enfin bref, plein d'acteurs majoritairement américains, mais à la limite, c'est pas ça le plus important. Ces acteurs collectent une part énorme de nos informations personnelles, savent beaucoup de choses de nous, et leur modèle économique, c'est la publicité, pour la plupart d'entre eux. Et donc, ils font de la publicité ciblée, et pour pouvoir faire de la publicité qui vous cible au plus près, ils vont toujours être plus gourmands sur les informations personnelles pour pouvoir profiler, pour pouvoir savoir exactement qui on est. Donc c'est une autre forme de surveillance, c'est une autre forme de contrôle aussi, parce que typiquement Google, personne n'a le même Google ici. Chacun va avoir des résultats qui sont personnalisés selon ses habitudes de navigation, sa localisation. Google sait beaucoup de choses de nous. Si on désactive pas toute la personnalisation, il sait si on est un homme, une femme, quel âge on a, quel type d'activité on a, où est-ce qu'on veut partir en vacances, à quelle heure on se connecte, qu'est-ce qu'on va chercher comme information culturelle, quelles sont nos préférences sexuelles, politiques, religieuses, etc. Et donc, il y a une forme de personnalisation d'Internet en fonction de nos goûts. Et ce qui est très dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on a un mélange de ces deux surveillances. On a la surveillance étatique, on a la surveillance marketing, et ces deux-là s'entremêlent parce que les services de renseignement ou les services de police vont avoir accès à ces données des grands géants de l'Internet. Donc, en fait, on se retrouve avec une espèce de coq
de surveillance, c'est hyper flippant. On en parlera plus tard de comment essayer de lutter contre ça, mais on a ce mélange entre la surveillance commerciale et la surveillance étatique qui donne, heureusement qu'on ne s'en rend pas compte en fait, et pas assez compte, parce que sinon on ne ferait plus rien, mais qui nous entourent en permanence et qui font qu'on est rarement tout seul en fait sur Internet. Alain, peut-être une première question. Alors je vais te la poser aussi en suivant Adrienne. C'est une question qui est volontairement naïve, et tu as commencé un tout petit peu à y répondre, mais pourquoi on nous surveille ? Waouh. Je pense qu'il y a énormément de raisons. Bon, pour moi, il y a une raison fondamentale, c'est qu'un pouvoir, pour s'exercer, il doit conjurer l'incertitude au maximum. Il doit pouvoir planifier au maximum et anticiper au maximum ce que les citoyens doivent faire, et il doit voir et savoir. Et c'est ce couplage pouvoir-savoir que Foucault a énormément développé. Il est fondamental si tu veux exercer le pouvoir, et d'autant plus en démocratie, où tu n'as pas le droit, a priori, d'exercer des contraintes disciplinaires ou militaires trop fortes sur les gens. Donc, pour moi, le premier but du contrôle, le premier but de la surveillance, c'est limiter la marge d'incertitude. Et la liberté, c'est l'incertitude. C'est-à-dire c'est la faculté qu'on a de faire des choses qui ne sont pas anticipables, qui ne sont pas connaissables, et qui sont surprenantes pour les pouvoirs ou pour nos proches. Ça fait qu'un avec le fait d'être libre, pour moi. Et ce qui, moi, me terrifie, tu le dis super bien, et moi je trouve ça passionnant que tu saches résumer pour nous, même si on suit, nous, de façon fragmentaire, et je crois que ça fait partie aussi de la déficience médiatique ou d'une stratégie un peu maladive et perverse des gouvernements, c'est-à-dire qu'ils informent à moitié, incomplètement, de façon séquentielle, que nous on suit ça aussi de façon séquentielle, et on a très rarement, comme tu le fais là, une sorte de réexplication du continuum de surveillance et de contrôle qu'on a mis en place durant juste 3 ans, quoi, tu vois, et en surfant sur la stratégie de choc, hein, c'est-à-dire en utilisant au maximum la peur et la menace terroriste qui est surdémultipliée, surintensifiée, et qui permet de faire passer ça comme une lettre à la poste sans que personne bouge un œil ou presque. Donc ça, ouais, c'est extrêmement fort. Moi, simplement, une des choses aussi qui me fascine, c'est bon, pourquoi on surveille? Ok, on voit que c'est un exercice de pouvoir, et on voit que c'est une modalité efficiente, extrêmement efficace de l'exercice du pouvoir. Mais il y a aussi, moi, la question que je me pose, c'est de me dire pourquoi ça nous fait aussi peu réagir? Qu'est-ce qui fait que les populations sont aussi inertes, ou en tout cas amorphes sur l'arrivée de ces mécanismes de surveillance, alors même que Snowden devrait avoir eu un impact colossal sur notre perception de tout ça? Et je me suis interrogé beaucoup là-dessus. Voilà, j'ai fait un petit texte récemment qui s'appelle La zone du dedans, réflexion sur une société sans air, sur l'évolution justement des pratiques de contrôle, puisque mon premier livre, La zone du dehors, était un livre sur les sociétés de contrôle, hein, à partir de Deleuze. C'était un livre qui essayait de comprendre comment nos démocraties étaient devenues une forme de liberticide collectif, quoi, et pourquoi ça s'était mis en place et comment ça fonctionnait. Et puis Alain, je t'arrête juste, ouais. Tu peux nous décrire du coup un petit peu la zone du dehors pour juste, l'univers vite pour fait, ceux qui l'ont pas lu, c'est très simple, c'est un satellite de Saturne, hein, donc ça se passe en 2084. C'est une sorte d'hommage ou de continuation de 1984 évidemment, mais version non pas disciplinaire et totalitaire, mais version démocratique et de contrôle. Et dans ce satellite donc, de Saturne, sur lequel on a reconstruit une société complète, il y a 7 millions d'habitants, il y a une ville qui s'appelle Cerclon, et on vit parfaitement en démocratie, comme on l'est soi-disant aujourd'hui, alors qu'on est déjà vraiment en post-démocratie. Je pense qu'on n'est plus du tout en démocratie, mais on s'accroche à l'idée qu'on y est encore. Et dans ce monde, donc, il y a des pouvoirs très panoptiques, très, très subtils, mais tout à fait acceptables, tout à fait recevables pour les citoyens. Et on a un groupe révolutionnaire qui s'appelle la Volte, qui tente de conscientiser les gens et de leur faire sentir à quel point ils sont justement surveillés, contrôlés et dirigés et conduits dans leur conduite, hein, comme dit Foucault, dans ce monde-là. Voilà, c'est ça un peu le... Mais le problème, c'est que je l'ai écrit en 1995, à une époque où la menace, où la surveillance était extrêmement exercée par les caméras de surveillance, et j'ai investi énormément l'optique dans ce roman. Et là, j'ai fait un texte 20 ans après pour montrer, pour dire, ce qui est intéressant finalement en prospective ou en anticipation, c'est les erreurs qu'on fait. C'est la tâche aveugle sur la rétine prospective. Et j'avais absolument pas anticipé le mécanisme numéro 1 de contrôle et de surveillance qui allait, non pas nous tomber dessus, mais qu'on allait empoigner
exploiter, utiliser avec joie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire avec un taux de pénétration de 98%, puisque c'est les chiffres actuels. Hein, la possession d'un téléphone portable est à 98% en France. Il y en a qui en ont 2, hein, donc c'est encore mieux. Donc avec un consentement parfait, avec une demande sociale puissante, et cet outil, c'est magique pour le pouvoir, quoi. C'est magique à la fois pour le pouvoir économique et pour le pouvoir gouvernemental, parce qu'avec cet outil-là, et surtout s'il est connecté à Internet, on sait parfaitement ce que vous faites à chaque instant, en temps réel, on peut orpailler ça, data miner ça, corréler ça, et définir des profils. C'est-à-dire que le nouvel or du capitalisme, que moi j'appelle capitalisme d'induction, parce qu'on induit des comportements, le nouvel or, c'est vos comportements. Voilà, c'est ça qui génère la plus-value, la richesse mondiale des très grands groupes comme Google. Hein. Google, je vous rappelle, 67 milliards de chiffre d'affaires, dont 16 milliards de profits, quand même, de bénéfices nets après impôts. Ce qui est colossal, c'est-à-dire un quart du chiffre d'affaires part en profit. Je ne sais pas si une boîte aussi grosse dans le monde fait ça. Il faut savoir, elle le disait Adrienne, mais les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est 80% de vos données personnelles aujourd'hui. C'est eux qui ramassent et compactent 80% des données qu'on produit dans le monde. Donc c'est eux qui ont la mine d'or. La mine d'or, c'est ça. Pourquoi c'est la mine d'or? Parce que vos comportements, si on les connaît finement, si on les profile extrêmement personnellement comme on le fait aujourd'hui, eh ben, on peut vous adresser pile le produit dont vous avez besoin au moment où vous l'avez besoin, ou pile le service que vous souhaiteriez avoir au moment où on suppose que vous en avez le besoin. Donc ces mécanismes font que le marketing de masse tel qu'il était pratiqué avant est complètement dépassé. Maintenant, c'est vraiment un marketing one-to-one extrêmement personnalisé, destiné à vous. Et tout le monde est ravi, enfin beaucoup de gens sont ravis, me disent « mais moi c'est génial, on m'envoie les livres que j'ai envie de lire, on m'envoie les paires de chaussures que j'ai envie de porter, on me montre la série télé que j'ai envie de voir, etc. » Et finalement, les gens sont très heureux dans ce système-là. Donc voilà, moi je reste là-dessus, mais j'ai beaucoup de choses à dire, bien sûr. Mais on parlera aussi de l'acceptation de ce contrôle. Pourquoi ce contrôle est accepté? Moi, j'ai certaines visions là-dessus, certaines perceptions affectives. Je pense que si, je jette juste comme un troll, comme ça, je pense que si on accepte si facilement la NSA, si on fixe facilement le contrôle des GAFA, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, ce contrôle, on sait ce que c'est intérieurement, on l'exerce intérieurement nous-mêmes, sur nos proches, sur nos profs, sur nos subordonnés, sur nos patrons, sur nos réseaux. C'est-à-dire que ce mécanisme lui-même, cette façon de contrôler, de surveiller, de réduire l'incertitude qui nous panique, on l'utilise également dans nos quotidiens. Et du coup, c'est pas si étranger que ça à ce qu'on fait. Voilà, je jette le troll, mais c'est plus pour susciter des questions. Ouais, Adrienne, tu veux réagir? Oui, sur la même question de pourquoi on nous surveille, il faut que je fasse une petite précision. Je ne pense pas que les services de renseignement, ni français ni américains, ne soient en permanence en train de monitorer la navigation Internet de chacun d'entre nous. Il faut le dire. En revanche, les objectifs légaux du renseignement et les moyens légaux du renseignement permettent d'aller, sans qu'on s'en rende compte, surveiller l'action d'un tel ou un tel, aller considérer que, je sais pas, tel militant écologiste est un danger pour la sécurité publique, ce qui s'est passé pendant la COP21, que tel autre est également un danger, je pense aux gens qui ont été interdits de manifester pendant la loi travail et qui ont été géolocalisés dans les manifestations, dont on a su qu'ils étaient là par leur téléphone portable, a priori. Donc je ne pense pas que chacun... Pourquoi est-ce qu'on nous surveille? Chacun n'est pas en permanence sous la caméra réelle ou virtuelle d'un agent de renseignement. En revanche, le cadre général fait que, naturellement, va s'exercer un certain contrôle et va s'exercer une certaine autocensure des gens. Et je vais donner juste un exemple, avant qu'on parte à autre chose, mais qui montre bien l'intérêt de ce type de mesures, qu'elles soient mises en place ou pas. Sur les questions d'apologie du terrorisme et de ce délit d'apologie du terrorisme, quand la loi a été votée fin 2014, tout le monde s'en foutait complètement en fait, mais elle a quand même été votée. Et puis après il y a eu les attentats, et puis après il y a eu la loi renseignement. Et moi je suis beaucoup sur un réseau social qu'on appelle Twitter, que vous connaissez sans doute, et j'y suis assez active et j'observe beaucoup ce qui se passe dessus. Et je suis beaucoup de journalistes ou de chercheurs qui travaillent sur les questions de djihadisme et qui avaient pour habitude alors ils balançaient pas forcément les vidéos de décapitation parce que c'est quand même pas très agréable à regarder, puis moi c'est pas le genre de truc que j'ai envie d'aller voir, il y a assez d'horreur dans le monde comme ça. Par contre ils diffusaient assez régulièrement les magazines de l'État islamique, qui sont des PDF en français ou en anglais, il y a les deux, qui sont assez intéressants parce que ça montre bien la logique de l'État islamique.
Moi, il se trouve que j'ai une formation en histoire des religions. Ça m'intéresse de voir leur argumentaire, ça m'intéresse de voir ce qu'ils disent et à qui ils s'adressent et comment ils parlent. Donc, je les lisais. Au début, je plaisantais en disant que le fait même de lire ça, en plus d'être à la Quadrature du Net, allait me causer des ennuis. Et puis un jour, je me suis rendu compte que les journalistes ou les chercheurs ne donnaient plus le lien vers les PDF. Qu'ils décrivaient assez précisément sur leur compte Twitter, ils faisaient l'exégèse en fait de ces magazines, mais qu'ils ne donnaient plus les liens. Et c'est toujours aussi simple à retrouver dès qu'on s'est tapé un truc dans un moteur de recherche, mais ils ne le donnaient plus. Et j'ai posé la question à 2 ou 3 d'entre eux, en leur disant, mais pourquoi est-ce que tu as arrêté de mettre ces liens? Ils me disent, mais j'ai pas changé d'attitude. Je dis, si, il y a 6 mois, tu mettais le lien vers le PDF, maintenant tu ne le mets plus. Pourquoi? Et ils étaient incapables de me répondre, mais l'ambiance générale, le fait de se dire, aujourd'hui, l'apologie du terrorisme, on peut assez rapidement se retrouver avec des ennuis, les journalistes ne sont pas forcément plus protégés que les autres, la loi renseignement, cette espèce de sensation diffuse qu'à un moment ou à un autre, on peut se retrouver dans les mailles du filet sans trop savoir pourquoi, ni comment, ni ce qui a été ciblé, faisait que sans même s'en rendre compte, la plupart d'entre eux ont aujourd'hui, on ne trouve plus sur Twitter, le soir où le magazine de l'État islamique en français notamment sort, il n'y a plus de lien sur Twitter. Il y a des gens qui en parlent, mais qui ne prennent plus la responsabilité d'aller donner ce lien. Il y a une vraie autocensure qui se met en place, qui a été observée hors Internet dans beaucoup de sociétés totalitaires ou très policières, une baisse de la liberté d'expression extrêmement rapidement. Donc pourquoi est-ce qu'on surveille? Pour des questions de sécurité tout à fait légitimes. Et derrière, on sait aussi, ou on fait mine de ne pas savoir, mais en réalité, un certain autocontrôle se met en place sans même qu'on ait besoin d'avoir une surveillance effective. Le fait de savoir qu'elle est possible suffit déjà à remplir une partie de la mission de contrôle. Toi, Alain, on commençait à évoquer un peu l'univers de la zone du dehors, là, tout à l'heure. Et j'ai vu dans un autre débat que tu disais que la science-fiction sert à comprendre des trucs du présent, quoi. Ça sert à décrypter le présent. Et tu commençais un petit peu à l'évoquer, je sais, quand tu parles de pourquoi tu as écrit La Zone et pourquoi tu as fait un univers aussi panoptique, etc. Tu fais souvent référence à un texte de Deleuze. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces différents états de société disciplinaire, société de contrôle? Ouais, d'autant plus que vraiment, c'est quelque chose qui pour moi a changé ma vie, enfin en tout cas ma vision du monde. C'est un texte sur lequel je suis tombé, c'était en 91, je crois. Ça s'appelle Post-Scriptum sur les sociétés de contrôle. Tu te dis, bon, pourquoi Post-Scriptum? Petit texte de 5 pages ou 6 pages de Gilles Deleuze, qui était paru dans l'autre journal à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et il reprend en fait des analyses de Foucault, de Michel Foucault, et il essaye de prolonger sur 3 régimes de pouvoir. En fait, j'essaie de vous le faire, hein, même si je ne suis pas philosophe, j'essaie d'essayer de mâcher ça de façon un peu compréhensible, mais Foucault dit, voilà, il y a 3 grands régimes de pouvoir. Il y a le régime féodal, qu'il associe en gros au Moyen-Âge. Il y a le régime disciplinaire, qu'il associe en termes de période historique au XVIIIe, XIXe siècle, début du XXe. Et puis il y a un régime qu'il appelle, lui, de normalisation ou biopolitique, et que Deleuze, lui, appelle un régime de contrôle, parce qu'il reprend Burroughs, et qui commence à germer autour des années 50 et qui devient très fort à partir des années 80-90 et qui explose là, pour moi, à partir de l'apparition d'Internet et des smartphones, à partir des réseaux, en fait, qui sont un espace de traçabilité absolue et qui permettent de maximiser le pouvoir et l'emprise du contrôle sur nos vies. Et le régime féodal, il se définit de façon très simple. Pour Foucault, il dit que le régime féodal, c'est un régime qui déjà a un droit de vie ou de mort sur ces sujets, donc le serf, mais qui paradoxalement, alors qu'il est très violent et qui peut tuer ou laisser vivre, est extrêmement lâche dans son exercice. C'est-à-dire qu'un paysan au Moyen-Âge, dépendant d'un seigneur, le seigneur n'intervient absolument pas dans ses mœurs, dans son fonctionnement, son organisation, etc. Il lui demande simplement de donner 10% de ses récoltes, il prélève une dîme, il le protège, et de temps en temps, il lui demande des choses extrêmement discontinues dans son mode de vie. Mais il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de contrôle, il y a une très grande liberté finalement pour les paysans de s'auto-organiser dans ce cadre-là. Et puis arrive le régime disciplinaire que Foucault, donc à partir des usines, de la civilisation industrielle, et là Foucault dit, voilà, on exerce un pouvoir à la fois sur les actions des individus et sur la temporalité dans laquelle les actions doivent être produites. Et ce régime disciplinaire, il a une spécificité, c'est qu'il s'exerce en milieu fermé. C'est-à-dire, c'est la grande série école, puis quand tu n'es plus à l'école, tu
tu vas à l'usine, et puis après, c'est pas l'usine, c'est l'hôpital, et puis après, si tu fais une connerie, c'est la prison, etc., c'est l'asile. Et donc, il dit, on passe de milieu clos en milieu clos, et chaque milieu clos a ses propres règles, et dans ce milieu clos, on a la possibilité constamment de surveiller et d'exercer un pouvoir très direct, très puissant, et surtout physique, sur les individus qui sont dans le... Et puis après, il dit, voilà, on passe en milieu ouvert, on sort justement du système panoptique dans lequel on avait l'habitude de fonctionner. Le panoptique, c'est, vous savez, c'est ce type de prison que Bentham avait imaginé, où il y a une tour centrale, et ensuite les cellules sont disposées en rayons, comme une roue de vélo, autour de la tour centrale. Et on met un seul surveillant dans cette tour qui peut voir chacune des cellules, chacun des rayons de la roue, à partir de sa petite tour centrale et en faisant très peu de distance, parce qu'il est dans le moyeu, en quelque sorte, quoi. Et en plus, l'intelligence de cette architecture, c'est que la lumière vient de l'extérieur, donc les prisonniers se découpent dans la cellule, et qu'on sait à chaque moment s'ils sont là ou pas là. Donc ça, c'est le panoptique. Et Foucault fait une analyse extraordinaire du panoptique. Il faut lire, surveiller, punir. C'est absolument magnifique comment c'est écrit. Et il dit justement ce qu'a très bien expliqué Adrienne, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si le surveillant dans la tour centrale nous regarde ou pas. Mais comme on ne le sait pas, et que cette visibilité, elle est asynchrone, elle est asymétrique, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas voir le surveillant, mais le surveillant, il peut nous voir, mais on ne sait pas quand il nous voit, eh bien, on intériorise sa surveillance. Et on génère une autocensure. Voilà. C'est le fameux au cas où. Moi, dans la zone dehors, j'appelle ça le syndrome au cas où. Au cas où, je vais faire attention. Au cas où, je ne vais pas envoyer le lien sur le djihadisme. Au cas où, je ne vais pas taper... Moi, j'ai eu le même problème que tu évoques sur la pédophilie, quoi. J'ai eu quelqu'un que je connais, un écrivain qui est accusé de pédophilie. Je voulais regarder les articles sur est-ce qu'il existe des associations qui aident, qui soutiennent les pédophiles, qui les aident à s'en sortir, etc. Et j'ai pas trop osé, j'ai tapé un peu, puis je me suis dit, bon, si c'est pour me retrouver dans les bases de données et qu'on surveille après toute ma correspondance, tout mon truc, tu vois, même mes phénomènes d'autocensure, tu vois le truc. Donc je me dis, voilà, ça arrive. Donc voilà, je passe régime disciplinaire, et après on arrive à ce fameux régime de contrôle, qui là est extrêmement intéressant, parce que ça se passe en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on est contrôlé en milieu ouvert, on n'a pas besoin de prison, on n'a pas besoin on n'a absolument plus besoin de lieux fermés, et on prélève des traces, et on surveille les traces que les citoyens produisent dans un milieu ouvert. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être conscient de ça, mais vous passez plus de la moitié de votre temps éveillé sur ce qu'on appelle les réseaux, c'est-à-dire dans un espace virtuel, et que cet espace virtuel, il a une spécificité, c'est qu'il est absolument et intégralement traçable, ce qui n'est pas encore le cas des espaces physiques des villes. Ça commence à devenir le cas parce qu'on est en train de générer l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on est en train de saturer les zones urbaines de capteurs, et on est en train de mettre des puces RFID dans tous les godasses, les vêtements, etc., les véhicules, et donc on commence à tracer beaucoup de choses, et puis votre meilleur traceur, ça reste votre portable quand même, hein. J'ai vu que c'est bien, on est 3 dans la salle à pas avoir de portable. Donc, bah c'est parfait, parce qu'on sait exactement ce que vous faites, où vous vous déplacez, comment vous le faites, à quel moment, etc., en temps réel. Et ce qui est magnifique en plus, c'est qu'avec la technologie électronique qui est derrière, on peut effectivement suivre un individu de façon personnelle, on peut suivre des gens qui regardent tel ou tel site, on peut suivre une masse, on peut faire des statistiques. Donc on peut analyser des masses, des individus, des petits groupes, des communautés, on peut analyser vraiment comme on le veut avec les logiciels disponibles, ce qu'a montré Snowden avec XKeyscore et des logiciels comme ça. C'est quasiment un moteur de recherche où vous pouvez aller chercher l'information dont vous avez besoin. Donc voilà, on est passé à ce régime-là, c'est le régime de contrôle. Donc ce qui est particulier dans le régime de contrôle, c'est qu'il est extrêmement insidieux, il est extrêmement indirect, on n'en a pas conscience, et quand vous tapez sur Internet, ben, comme dit Adrienne, heureusement à la rigueur qu'on ne sait pas l'épaisseur de l'oignon technologique et de surveillance qu'il y a autour de nous, sinon on serait paniqué et puis on ne ferait plus rien, quoi. On serait tellement dans l'autocensure qu'on ne ferait plus rien. Mais malgré tout, il faut savoir que cette surveillance existe, elle est là, elle est extrêmement puissante, extrêmement ramifiée, elle est arachnéenne, quoi, voilà. Et ça, c'est particulier au contrôle. Voilà. Donc, je vais encore un tout petit peu plus loin, puis je repasse la parole. Moi, il y a un livre que je vous conseille absolument, qui s'appelle « À nos amis » du Comité Invisible, et qui dit quelque chose d'extrêmement profond, je trouve. Il dit que les nouveaux systèmes tels que Google ou Facebook les mettent en place utilisent notre liberté et ont besoin même de notre liberté individuelle pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que c'est parce que librement on va avoir tel site, c'est parce que librement on va regarder tel match, c'est parce que librement on utilise tel service, que eux, ils peuvent prélever des informations clés et très précieuses sur nos comportements et nous vendre ce dont on a besoin. Donc se revendiquer la liberté individuelle contre les GAFA ou contre ce système de surveillance est complètement inane, parce que c'est justement notre liberté en régime de contrôle qui permet d'alimenter ces systèmes. Donc la vraie libération, elle peut être que collective, elle peut être que liée. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant à essayer de comprendre. Voilà.
Adrienne Irakian, ouais. Oui, peut-être pour compléter un petit peu sur la question des traces. Moi, c'est vraiment une question que je me pose beaucoup. Pourquoi est-ce que les gens ne réagissent pas assez à cette surveillance ? Parce qu'elle est invisible. Et en fait, je pense que, effectivement, l'invisibilité est la clé. Je relie au panoptique. 2, imaginons, c'est une analogie que je prends assez souvent, que dans la rue, vous soyez en train de vous promener et que derrière vous, vous avez une sorte de traîne. Et dans cette traîne sont listées toutes les vitrines que vous avez regardées. En gros, vous êtes en train de chercher un truc sur Internet, votre numéro de carte bleue, votre numéro de téléphone, tous les endroits par lesquels vous êtes passé. On sait que vous êtes passé exactement par tel ou tel endroit. Ce que vous avez acheté, les gens avec qui vous avez parlé, et tout ça s'accumule derrière vous en permanence. C'est une quantité de traces absolument monstrueuse dont on ne se rend absolument pas compte. Donc on accepte cette surveillance. Maintenant, je pense que c'est ce qui va nourrir la suite des débats. On a 2 solutions. Soit on disparaît, soit on essaye de faire avec et d'utiliser ces masses de traces et d'utiliser cette surveillance pour en faire autre chose. On peut difficilement disparaître. Ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me demandent « mais comment je fais pour refuser Internet ?» Aujourd'hui, on ne fait plus, en fait. Et Internet n'est rien par rapport à l'Internet des objets et par rapport à tout ce qui arrive. Et je crois qu'il y a un moment où c'est plus la peine d'essayer d'échapper à cette surveillance. Il faut arriver mais je ne veux pas anticiper trop sur la suite, mais arriver à la prendre en compte, à la retourner et à faire d'Internet et de ses traces ce qu'on veut en faire, plutôt que d'essayer de s'en sortir ou de l'accepter. Donc, pour terminer un peu peut-être sur cette partie sur la surveillance, je pense qu'à la fois, il faut en avoir une conscience aiguë et qu'on manque beaucoup de cette conscience de la potentialité de la surveillance, et à la fois arriver à ne pas en avoir peur. Ce qui est très difficile parce qu'on a tendance à angoisser quand on se rend compte de l'ampleur des choses, et arriver à se dire bon, c'est comme ça, soit il faut faire la révolution, soit on va trouver une autre solution. Moi, je ne suis pas contre faire la révolution, je ne suis pas sûre que ça change grand chose, donc essayons de voir ce qu'on va pouvoir en faire et comment marche le monde avec ça, et comment on va réussir à retourner ou à utiliser toutes ces traces qu'on laisse et toutes les ouvertures aussi qu'apporte Internet. C'était ce sur quoi je voulais terminer. Là, on est dans un discours hyper angoissant, mais il ne faut pas oublier que l'Internet massif est aussi ce qui nous a permis d'exercer de façon concrète en tant que citoyen lambda, de façon beaucoup plus large et beaucoup plus réelle qu'auparavant, des droits comme la liberté d'expression, le droit à l'information, qui, entre en gros le 19e, où ils ont été acceptés, enfin généralisés comme des droits fondamentaux, et les années 90 étaient globalement restés aux mains d'une certaine élite universitaire, médiatique, artistique, etc. Cet Internet qui nous fait peur parfois, c'est aussi celui qui nous permet de nous exprimer, c'est aussi celui qui nous permet de nous rencontrer, qui nous permet d'échanger, qui nous permet d'ouvrir notre espace intellectuel de façon absolument inégalée par rapport à ce que les générations précédentes ont pu vivre. Donc je veux quand même remettre ça dans la balance, parce que c'est aussi toutes ces potentialités d'ouverture qui vont nous permettre d'aller au-delà de la surveillance et qui vont nous permettre de tirer quelque chose de positif de tout ça. Ok, alors pour conclure cette première partie, monsieur question, des questions de la salle. Reste appuyé, reste appuyé sur le bouton du micro. Appuie longtemps sur le bouton. C'est la censure. C'est la censure. Pas trop, mais vas-y. T'as des questions sur la surveillance, du coup ? Oui, alors j'ai une longue là. Je vais peut-être en donner 2, comme ça. Vas-y. Ouais. Est-ce que le taux de pénétration d'usage d'Internet ne donne pas aussi la possibilité de détourner les outils de la surveillance ? Par exemple, si on se met de moins en moins à poster sur Facebook les informations personnelles et de plus en plus le communiqué de la CGT, que Le Monde ou Libé n'ont pas voulu publier, on change la donne. Non ? Point d'interrogation.
Et ensuite, une interrogation sur le virtuel et le physique. Pourquoi, par nature ou par définition, l'espace virtuel garde nos traces? Je m'interroge sur le fait qu'on ne laisse pas de traces dans le monde physique, mais qu'elles existent dans le monde virtuel. Bon, on peut commencer avec ces deux. Yes. Je peux peut-être répondre à la deuxième question d'abord. Pourquoi est-ce qu'on laisse des traces alors, dans l'espace virtuel et pas dans l'espace physique? Alors déjà, moi j'aimerais bien qu'on arrête de parler d'espace virtuel en fait, parce que c'est pas du tout virtuel. Et quand on parle de virtuel, ça relativise beaucoup ce qu'on fait, ce qu'on est sur Internet, alors que aujourd'hui, vous n'êtes pas une autre personne, vous n'êtes pas tout d'un coup transformé en espèce d'hologramme quand vous êtes sur Internet. C'est toujours vous qui y allez et c'est votre vie qui est impactée. Donc déjà, ça c'était le premier truc, on arrête de parler de virtuel, on peut parler de numérique, mais on n'est pas dans le virtuel. Après, pourquoi est-ce qu'on laisse des traces? Parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche, c'est la technique. C'est-à-dire que votre ordinateur, il doit communiquer avec un autre ordinateur pour aller voir un site internet, et systématiquement, il n'y a pas d'autre choix, il faut que l'adresse A aille demander à l'adresse B si elle veut bien répondre, et l'adresse A est obligée de laisser des traces et de dire bah, moi je viens de tel endroit, je veux que tu me donnes l'information à tel endroit, etc. Ça c'est le principe de base, il faut communiquer entre machines pour pouvoir faire quelque chose sur Internet. Donc on laisse forcément des traces. Après on peut essayer de laisser le moins de traces possible, et il y a plein d'outils qui permettent de laisser moins de traces. Mais la trace de base de mon ordinateur veut communiquer avec ton ordinateur, on ne peut pas faire autrement que laisser une trace de cette communication. On peut la faire zigzaguer, on en parlera tout à l'heure, pour que l'origine et le destinataire ne soient pas trop reliés, mais il y a forcément, à un moment ou à un autre, une demande d'accès à un site, à une page, à un correspondant par mail ou quoi que ce soit qui fait qu'on est obligé de laisser des traces. Alain, tu veux réagir? Oui, pour le dire autrement, c'est que la matière même de l'informatique, c'est l'information, comme son nom l'indique. Donc l'information, elle laisse une trace. Quoi. Voilà, elle informe, donc elle donne une... simplement, comment conjurer, quoi, comment essayer d'échapper. Moi, je sais que mon prochain livre s'appelle Les Furtifs, parce que je pense que c'est dans cette société de traces, la seule réponse valable, c'est la furtivité, mais comment tu la mets en place? Moi, je suis très étonné en art contemporain de voir énormément de projets qui sont autour de la disparition, autour de l'effacement, autour de l'invisibilité, et c'est un signe que ça devient un enjeu fondamental, parce que les artistes ont toujours une sorte de sixième sens qui les met un petit peu en avant de ce qui va se passer. Il y a le fait de disparaître. Disparaître, bah, ça veut dire tout simplement faire ce que moi je fais quand je pars de chez moi, je suis traçable chez moi, mais quand je sors, j'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de puce RFID dans mes vêtements, donc pour l'instant, je suis relativement furtif quand je me déplace. Voilà. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que tu n'utilises pas la technique, tu fais de l'abstinence. Mais c'est difficile, et ça implique effectivement, ça fait mal d'être libre, hein, ça implique aussi à certains moments des renoncements. Après, il y a le brouillage, et il y a le cryptage. Voilà. Donc on peut crypter l'information, ou on peut brouiller l'information. Voilà, je pense que c'est les trois grandes méthodes, il me semble, pour échapper à... Il y a peut-être autre chose, mais on peut aussi créer des surabondances d'informations, mais ça fait partie du brouillage de démultiplier l'information. Donc brouiller, crypter ou disparaître, en gros. Ok, on va finir la partie 1 sur la surveillance là-dessus. On est déjà un petit peu à la bourre. On passe à la partie 2, du coup, sur l'idéologie du progrès.